Bonjour à tous, ceci est l'enregistrement du webinaire Retour d'expérience sur Proxmox du 22 février. Bon visionnage. Un petit peu ce qui nous amène. Et donc ici, le but c'est vraiment de vous faire un retour en fait sur notre utilisation qu'on a de la solution Hypervisor Proxmox. Pourquoi on s'est porté sur cette solution, qu'est-ce qu'elle nous a apporté et quels sont évidemment ses avantages et ses défauts. Donc, je vais parler un petit peu de la taille des clusters. Donc, que représente aujourd'hui Proxmox chez ISIA? Avant Proxmox, c'était Xen Server. Qu'est-ce que nous avions étudié en 2019? Je parlerai de la technologie Ceph, qui est liée évidemment à Proxmox. Comment s'est passée notre migration? Je vous ferai une petite démonstration et évidemment les avantages et les inconvénients dans notre utilisation quotidienne de cette solution. Donc, Proxmox chez ISIA, c'est principalement deux clusters. Un qu'on appelle le Cloud Production, qui est composé de 5 hosts, 2 à Gravelines, 2 à Roubaix, 1 au Labour. Au niveau de la taille, ça représente 72 vCPU et 288 Go de RAM. Et un stockage partagé Ceph sur 10 disques NVMe, ce qui nous donne plus ou moins 4 Tera utilisables. Le cluster dit local, c'est celui sur lequel nous développons, nous utilisons toutes les choses, qui est à lui 104 CPU et 432 Go de RAM, et 3 pools de stockage, donc un SSD dédié au dev et un en disque dur mécanique. Donc, avant 2019, nous utilisions justement la solution Xen Server, qui était en version à l'époque 7, une évidemment chez OVH, qui faisait 192 Go de RAM et les 24 CPU, et 6 stockages NFS. En LAN, 2 hosts étaient dédiés avec deux, je vais dire, technologies de stockage plus traditionnelles, de SAN répliqué iSCSI, qui était là. On avait poussé l'intégration Ceph assez loin parce qu'on avait justement une intégration complète. Donc, on avait une interface en fait qui nous permettait de dire, ben voilà, crée-nous un serveur cloud, ASIA, et automatiquement en fait, il était créé, poussé sur le cluster, tout le système de DNS était configuré, donc on n'avait aucune tâche supplémentaire à faire, et le backup de l'infrastructure était également configuré en fonction si la VM était en prod ou pas. Voilà. Seulement, Xen Server, on avait quelques limitations et problèmes. J'irais la perte fréquente des stockages NFS chez OVH et surtout un problème qui nous a bien empoisonné pendant quelques années, c'est que si le stockage principal, en fait là où il y avait les métadonnées des machines, c'était celui-là qui avait une lenteur, qui avait une perte, etc., on était bon, le cluster il était KO, on pouvait faire un emergency reset. Le Xen Center était très contraignant, donc c'était le client lourd de gestion de Xen Server qui était uniquement compatible Microsoft. Un système de patch et d'upgrade qui nous a quand même pas mal empoisonné la vie. Et du coup, étant donné que c'était un client lourd, que c'était uniquement sur le Windows, en fait, on pouvait intervenir qu'un seul technicien à la fois sur le cluster, l'autre passait obligatoirement en mode commande. Et ce qui nous a poussé à évaluer, c'est quand Citrix a annoncé la sortie de Xen Server en version 8, l'option de haute disponibilité est devenue complètement payante. Ainsi que d'autres systèmes qu'on considérait quand même un petit peu de base dans le cadre d'un hyperviseur. De là, on s'est dit, ok, il va falloir que on change ça. Et donc, on a étudié 6 plateformes en 2019. Évidemment, Xen Server 8, maintenant on l'appelle Citrix Hypervisor. XCP-NG, qui est un fork de Xen Server, qui a justement été créé suite à ce problème sur la version 8. Hyper-V, on a évalué VMware, Proxmox et Nutanix. Ce sont les 6 plateformes étudiées en 2019. Et on en a recalé déjà 3 directement en première lecture. Voilà. Hyper-V, clairement en 2019, c'était son support des VM Debian. On n'a pratiquement que ça chez nous. Bon, 2024, ici, c'est corrigé depuis, donc ça fonctionne très bien. Xen Server 8, on restait avec nos problèmes et bon, c'était un petit peu moyen quand même au niveau de Citrix, donc là on n'était pas très très satisfait.
Nutanix, ça a été le prix et surtout, en fait, c'était la proposition des hébergeurs tiers. À l'époque, chez Heather, chez OVH ou chez d'autres autres, on ne savait pas avoir des hyperviseurs et des systèmes Nutanix, ce qui induisait directement plusieurs produits de virtualisation à devoir gérer. Ce qu'on ne souhaitait pas vraiment, on souhaitait uniformiser justement la gestion des deux clusters. Il nous en restait donc 3. La première, Proxmox, qui sur le papier a fait qu'on s'est dirigé vers celle-là au niveau des tests en premier. Son interface full web, basée Debian surtout, et son système APT pour toute la gestion de mise à jour. Son stockage orienté objet, Ceph, qui nous a pas mal dérouté au début. Les hébergeurs le proposaient nativement directement dans au niveau de leurs installs serveurs. Ensuite, on a évalué aussi, on s'est dit, il y a VMware, évidemment, le vCenter, voilà, on connaissait pas mal parce que vous utilisez tous beaucoup VMware de ce côté-là et c'est un des hyperviseurs qu'on rencontrait le plus dans ESIA. Et évidemment, XCPNG, qui était donc le fameux fork de XenServer, qui pour nous était la solution de facilité parce que du coup, nous n'avions rien à redévelopper autour. On avait Xen Orchestra pour l'interface web et la gestion, mais on restait avec nos problèmes de stockage NFS. Et surtout, voilà. Mais apparemment en 2024, Xostor, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, résoudrait cela. Donc, on a donc décidé de partir sur Proxmox. Donc, qui est entièrement basé sur Debian, c'est une distribution basée dessus. C'est une solution de virtualisation libre, basée sur KVM pour toute la partie bare metal, et LXC pour tout ce qui est VPS et container. Multimaster, donc ça nous a assez plu, et pas mal d'options autour. Interface full web, système vSwitch, clustering, stockage distant, notamment iSCSI, SMBSIF, NFS, Ceph. Petite précision quand même, en 2019, quand on a évalué la solution, Proxmox Backup n'existait pas. Elle est venue après. Et surtout, c'est une société, Proxmox est promu par une société autrichienne qui est basée à Vienne, qui a été fondée par 2 frères, donc Proxmox Server Solutions, qui par rapport à VMware avait déjà pour nous un avantage qui était quand même très important, c'est que du coup on se basait sur une solution européenne et non américaine. Voilà. Et donc, ce qui a vraiment motivé notre choix définitif à passer sur Proxmox, ça a été son système de stockage Ceph. Donc Ceph, qu'est-ce que c'est? C'est un système de stockage distribué, sorti en 2012, qui est très très résilient. Il a une résistance, j'ai envie de dire, à toute épreuve. Ici, depuis 5 ans, on n'a jamais perdu nos données Ceph. Il a toujours réussi à s'auto-réparer, ce qui est très bizarre dans un premier temps, vu qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur où sont les données, mais il arrive à chaque fois à s'auto-réparer, à redevenir fonctionnel. C'est assez déroutant. Ça fait de l'entrelacement similaire à RAID 0 sur plusieurs disques et une évolution très simple. Il faut juste de temps en temps, évidemment, quand on rajoute des disques et des choses comme ça, penser au temps de recalcul et de déplacement des données. Voilà. Au niveau de l'architecture de Ceph, 3 démons tournent. Un qui sert à la supervision du cluster, un au serveur de management et un stockage, un Ceph OSD, donc c'est le système de stockage. Et donc là, un par disque ou par volume logique. Je dirais qu'il n'est pas trop conseillé d'utiliser un RAID et de mettre du Ceph par-dessus, ou alors il faudra bien configurer votre contrôleur RAID parce que vous pouvez avoir une petite dégradation de performance, ce qui n'est peut-être pas souhaité justement à ce côté-là. Sachant que Ceph OSD est quand même assez gourmand, 2 Go de RAM par OSD, 4 Go étant conseillé, ce qui fait que ça peut vite monter au niveau de l'utilisation de la RAM. Mais par contre, on peut configurer différents niveaux. Donc là, on va voir ça un petit peu plus. On va voir ça en fait au niveau de l'OSD et au niveau des clusters Proxmox et Ceph, on peut configurer et vous avez ici 5 serveurs. Alpha 1, Alpha 2, Beta, Gamma 1. J'ai oublié de mettre, j'aurais dû mettre Gamma 2.
Voilà, 2 disques pour chacun. Et en fait, au niveau de Ceph, on va configurer ce qu'on appelle la crush map et on va pouvoir lui dire ces deux serveurs-là sont dans le même rack. Ce serveur-là est sur tel site. Ces deux serveurs-là sont dans ce rack-là. Et au-dessus des racks, on va pouvoir dire on configure les différents sites de production. Et en fait, en disant ça, Ceph de lui-même va stocker les données de manière en fait à toujours être disponible. Donc, si jamais on venait à perdre le site SGC, ben, alpha et bêta ont suffisamment de données que pour rester productifs en lecture-écriture. Si on venait à perdre SGC et bêta, alpha passerait uniquement alors en mode read-only. Le cluster, les données ne seraient plus accessibles uniquement en lecture. Et dès que le site revient, l'ensemble est recalculé, les données sont remigrées et tout redevient opérationnel. Donc en fait, cette notion-là nous permet vraiment de configurer de la résilience pratiquement à tous les niveaux et fait en sorte qu'on ne tombe jamais vraiment en panne. Et c'est notamment grâce à ça qu'en fait, on n'a jamais eu de problème de perte de données ou de perte de cluster en 5 ans. Toutefois, 2 petits points à faire attention, c'est SafeMon et Safe Management. Du coup, c'est d'éviter de mettre tous les SafeMon sur le même site. Donc, il faut bien penser à répartir les démons de monitoring et de management sur l'ensemble des sites suivant la crush map que vous souhaitez. Voilà. Donc, SafeMon et Safe Management, toujours en nombre impair. Ça, c'est le conseil que je peux vraiment vous donner. C'est toujours en nombre impair afin de limiter les risques de split brain. Donc, le split brain, c'est tout simple. En règle générale, si les systèmes haute disponibilité fonctionnent par vote, si vous avez un nombre pair, vous risquez de vous retrouver avec 2 votes d'un côté, 2 votes de l'autre. Et donc, du coup, là, le système, il est un peu bloqué. Donc, vu qu'on est toujours en nombre impair, on est sûr qu'on aura toujours 1 et 2. Ou 3 et 0, etc. Donc ça va permettre d'éviter tous ces problèmes de split brain et donc des problèmes où le cluster ne sait pas trop comment il se situe. Évidemment, le nombre va dépendre de votre choix d'architecture, 3, 5, ça va dépendre complètement du nombre de sites que vous allez configurer. Nous, on a monté du Ceph sur du RAID 5 lors d'une des migrations parce qu'on a reconverti nos SAN iSCSI parce qu'ils avaient que 16 Go de RAM à l'époque et pour 16 disques OSD, vous faites 16 x 4, c'était trop juste. Donc on a accepté une perte de performance au niveau de nos IO sur ce côté-là. Et alors, c'est pas spécialement lié à Ceph, c'est plus à Proxmox dans ces conseils-là. Bien penser à la configuration de vos FQDN de vos machines et les IP de management que vous allez mettre. Parce que derrière, après, c'est très compliqué parce qu'elles se mettent dans plein de fichiers de configuration et donc aller en modifier à un endroit, c'est les risques qu'il reste des reliquats de l'autre côté et qui vous posent des problèmes. Voilà. Alors, au niveau des benchmarks de Ceph, j'ai envie de dire, j'aurais bien voulu vous montrer les perfs par rapport à d'autres systèmes, mais c'est très difficile à trouver. En tout cas, des benchmarks objectifs, car souvent, en fait, dans les tests qui sont réalisés, on n'a pas la crush map. Donc, on ne sait pas du tout combien de réplicas sont envoyés sur les différentes zones, et donc forcément, ça impacte toutes les performances. Voilà. Les performances vont clairement dépendre du nombre de disques que vous allez mettre derrière. Plus vous allez avoir de disques, plus ça va être performant. Alors, Ceph n'est pas une techno propre à Proxmox, donc c'est vraiment un ensemble. Le plus gros utilisateur de Ceph que je connais, c'est le CERN, qui a 7 pétas de données sur ce système de stockage. Alors, je vous invite ici, j'ai mis un petit peu de lecture si ça vous intéresse. C'est Intel qui a analysé Ceph pour l'optimisation de ses coûts en matière de stockage et de ses performances. Bon, c'est un petit peu long, mais ça donne pas mal de choses. Et surtout, ici, ces 2 données-là viennent justement du document du CERN, qui est là, et qui, clairement, au niveau des stockages de Ceph, montre qu'on peut monter à des performances assez impressionnantes
de 30 gigabytes par seconde en écriture et autres, suivant évidemment toujours la quantité de disques qu'on est capable d'aligner. La chose que l'on a pu se rendre compte clairement à l'usage, et là je l'ai directement repris aussi du CERN, en fait, c'est qu'il y a une limite à ne pas vraiment dépasser au niveau de CEF. Et en fait, c'est vraiment, on va dire, il y a une limite à 50 et surtout à ne pas dépasser 75% d'utilisation de votre stockage. Pourquoi? Parce qu'en fait, CEF utilise tout le temps et va essayer d'utiliser le même pourcentage partout sur vos disques. Donc, si il va essayer d'utiliser par exemple 10% sur tous vos disques. Si vous en rajoutez un, eh ben, il va prendre les données des autres pour l'utiliser, pour le mettre sur le nouveau disque et comme ça avoir un pourcentage équivalent sur l'ensemble. Ce qui entraîne en fait, c'est que quand on commence à arriver à dépasser les 50%, on commence à avoir des pertes de performance. Et si vous dépassez le 75, alors là, vous avez vraiment de très grosses pertes. Nous, on a dépassé il n'y a pas si longtemps les 80% d'utilisation sur notre stockage mécanique. Euh, il s'est retrouvé qu'on a dû copier une machine qui était sur ce stockage. Ça nous a pris 2 heures juste pour la copie parce que les performances étaient tellement dégradées qu'en fait, on n'obtenait pratiquement plus rien de ce stockage quand on faisait du clone de machine ou ce genre de choses. Donc là, du coup, bah, on a remis, c'est pour ça qu'on a remonté un troisième stockage SSD, pool SSD, pour justement décharger. Et en fait, c'est vrai qu'on est repassé en dessous de 75 et on s'est rapproché des 50. Et là, on a revu et on a récupéré des performances bien meilleures. Alors, au niveau des IOPS et de la bande passante, là, vraiment, la donnée objective que je peux vous donner, bah, c'est les nôtres. Et donc, voilà, en termes d'IOPS, sur une semaine, nos utilisations sur les clusters Asia. Donc là, on a un des pics à 4000 et des IOPS, notamment pendant les périodes de backup. Et on copie en pic à 133 MB seconde ici. Sachant qu'il n'y a pas de lenteur sur le réseau à ce niveau-là. Donc en fait, on est encore très très loin d'une utilisation maximum de notre infrastructure. Voilà. Je vais donc maintenant vous parler un petit peu de la migration ESIA et comment ça s'est passé. On a décidé donc du coup, au vu du stockage de Ceph, etc., on s'est directement lancé, on s'est dit ok, Proxmox va nous régler notre problème avec Ceph de nos pertes NFS. Et donc on a décidé de lancer la première phase qu'on a réalisée en 2019 et donc qui était en fait la migration de notre cluster local. Donc on ne touchait pas encore à la production. Qui est là. Seulement, bah, ça signifiait surtout, bah, on avait un système de stockage plutôt classique, SAN et hyperviseur, ce qui nous a signifié qu'on devait recabler, reconfigurer nos switches, réinstaller nos SAN pour pouvoir y mettre Ceph, sauvegarder évidemment toutes nos machines parce qu'ils étaient stockés sur ces SAN, et transformer les Xen serveurs en Proxmox hyper convergés. Donc ça représentait à l'époque plus ou moins 60 VM, dont 2 Microsoft, le reste étant principalement du Debian, de l'Ubuntu, un petit peu de CentOS. Et ça représentait plus ou moins 3 Tera. Vous dire que tout s'est bien placé, pas vraiment. Donc on a été à 2 à réaliser ça. Clairement, on a commencé samedi à 7h au matin et on a fini le dimanche à 6h. On a pratiquement fait 2 tours d'horloge. Pour plusieurs raisons dans les problèmes, notamment celle qui nous a fait perdre le plus de temps, et celle-ci, on s'est rendu compte qu'il nous était impossible de migrer et d'utiliser les outils de migration pour migrer nos machines Microsoft. Pourquoi? En fait, c'est les Xen Tools, donc c'est vraiment l'équivalent des VMware Tools en Xen Server, et il est littéralement impossible de désinstaller ce driver proprement. Dès qu'on redémarre une machine, c'était écran bleu, écran bleu, écran bleu sur les machines Windows. Et on a même essayé de relancer sur un Xen ces machines-là, désinstaller le driver et tenter la remigration. Ça ne fonctionnait pas. Ça continuait à planter. Donc pour finir, en fait, ces 2 machines-là, on a décidé de prendre une ancienne machine qui nous restait, d'installer un Xen serveur dessus pour continuer à les faire tourner.
Donc là, si vous tentez les outils de migration, bien vérifier. Je ne sais pas si les VMware Tools ont ce même défaut qui est là, mais les Xen Tools, clairement. Et une durée de conversion de machine va de 30 minutes à 2 heures suivant la quantité de données à migrer. Le deuxième migration de cluster s'est beaucoup mieux passé, donc on est resté 1 an sur le Proxmox local, afin vraiment de valider et de voir si c'était vraiment la solution qu'on voulait. Et clairement, elle a donné entière satisfaction. Donc 2020, on a décidé de complètement quitter Xen Server en remplaçant le cluster principal OVH, de baser entièrement nos systèmes de stockage sur Ceph, et du coup, on a pris 5 nouveaux serveurs pour créer ce nouveau cluster. On a décidé de ne pas utiliser les outils de conversion, tout simplement pour 2 raisons. La première chose, c'est que c'était une occasion, je vais dire, de tester notre DRP, et surtout, en sachant que ça prenait de 30 minutes à 2 heures la migration des données, ici, ce cluster-là est contient principalement des serveurs ESIA. Donc, ça nous prenait moins de temps de cloner une machine Debian, entre guillemets, vierge, d'y mettre le système de backup et de demander une restauration des données. On allait beaucoup plus vite. Et donc, ça représentait plus ou moins à l'époque 90 machines à migrer. On était 3. On a commencé un samedi à 17h et à 15h, on prenait la bière, tout était fini, on était sur le Proxmox, sur le cluster OVH. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment roulé, qui a vraiment été tout seul de ce côté-là. Voilà. Alors là, je vais faire une petite démo ici d'OVH, de Proxmox. Voilà. Donc, au niveau de Proxmox, ici, donc je suis sur l'interface web, je suis en version 8.14, c'est la dernière. Et on peut voir ici la partie data center, mon premier host et une machine ici qui fonctionne. Petite machine virtuelle. Donc là, c'est semblable à principalement à ce que vous connaissez. Dans les petites astuces que je peux vous donner au niveau des machines virtuelles, hardware, on peut avoir des meilleures performances parfois quand on connaît bien le type de processeur et qu'on n'a qu'un seul type de processeur au niveau du cluster. On peut gagner des perfs si on se le renseigne directement. Ça, c'est un petit truc. Et je dirais une chose qu'on avait cherché aussi un petit peu à l'époque, qui différenciait beaucoup de Xen Server justement, c'était la partie configuration pour la partie VLAN, qu'il faut aller chercher évidemment au niveau de la carte, qui était légèrement différente. Voilà. Un des points qui a son gros avantage aussi, par rapport, surtout si vous avez du Debian, enfin du Debian, Ubuntu ou autre. Hein. Si ça se passe. Ah. Ça y est. C'est que, en fait, les tools, en fait Debian maintenant sont de Proxmox, KMU, Guest Agent est directement dans les dépôts. Donc vous pouvez directement installer les tools et du coup quand vous mettez à jour vos serveurs Debian, le tool se met à jour automatiquement. C'est identiquement pareil ici avec VMware, notamment on peut installer l'OpenVM Tools. Voilà. Si vous venez à faire une migration entre les deux, bien pensez du coup à désinstaller un et installer l'autre. Voilà. Donc, voilà. Ce que je vais vous proposer ici, au niveau de là, c'est que j'ai un seul host et je vais faire une petite démo de comment on crée justement un cluster Proxmox. Donc là, je vais aller sur la partie Data Center, Cluster, et je vais créer mon cluster. Je vais appeler ici démo. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir au moins 2 cartes réseau pour la redondance et pour pouvoir dédier certains types de trafic. Ici, on va pas le faire, mais clac. Voilà. Et donc là, j'ai un premier cluster qui est disponible.
Et je vais pouvoir après ouais, ici ce sont vraiment des machines que j'ai installées ici pour la démo, donc du coup je n'ai pas la subscription. Ici c'est ce qu'il me dit. Donc là, on parlera un petit peu après, et en fait il va vous demander Join Information, et donc vous avez juste besoin de ceci, et après vous allez dessus, et on va aller sur Data Center Cluster, rejoindre cluster, on copie, il nous demande le mot de passe, Join, Cluster, Join. Voilà. Alors, vous étonnez pas, ça peut prendre du temps et vous allez vous dire, mais le système il a planté. Mais en fait, pas du tout. En fait, il va vous regarder, invalide. C'est parce que qu'une fois qu'il a repris et qu'il s'est... Ah, lui s'est planté. Ok. Join. Je suis planté dans le mot de passe. Ah. Voilà, le v'là. À mon avis, oui, je m'étais planté. En fait, ils vont prendre le certificat au niveau de leur interface de management HTTPS du cluster 1, enfin du serveur que vous rejoignez. Donc, ce qui fait qu'il ne faudra pas vous étonner, vous allez vous prendre une erreur, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, ici, si je vais maintenant me reconnecter sur, par exemple, mon host 2, je peux voir. Ah ben voilà, si le certificat n'est pas bon, ça n'ira pas. Voilà. On peut voir et on peut du coup agir quel que soit l'host sur l'entièreté du cluster. Ça, c'était vraiment des gros avantages par rapport à Xen qu'on a énormément apprécié. Et du coup, bah, à partir du A, j'ai déjà installé Ceph. Donc, vous allez dans l'option Ceph, vous cliquez sur Installation. Voilà, il va vous demander et il va s'installer tout seul. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir définir les stockages. Donc, évidemment, on va dans les disques. Ici, lequel c'est? Le VLA. On va l'initialiser et on va après pouvoir aller créer un OSD. Voilà, donc là, SDB, je vais le créer. Voilà, je vais aller sur tous les autres serveurs. OSD, create OSD, create. Ah, celui-ci, il a pas Ceph. Bon, du coup, alors, j'ai pas la subscription, donc du coup, sur ces serveurs, je prends celui-là. Il va me demander. Voilà. Donc, on va prendre un petit peu de temps d'install. On va aller voir du coup sur les autres. Ceph. Donc là, on en a déjà 2 qui sont up sur les 3. Donc là, si je vais sur mon serveur là et que je vais sur Ceph OSD, voilà, il va me dire, et il a déjà en fait construit une partie de cette fameuse crush map que vous voyez ici. Vous voyez qu'il m'a stocké, il m'a dit voilà, les OSD sont sur tel serveur ou tel serveur. Hop, ça. Donc tu as voilà. Ok, ça s'installe là. Donc on va pouvoir voir. Voilà. Ici, il nous dit évidemment que pas conseillé, on n'a que deux OSD, 2 disques, alors qu'il faut au minimum 3. C'est pour ça qu'il ne va pas vous... Donc celui-ci n'est pas installé. Hop, ça, je pense pas qu'il va me laisser créer le pool après. On n'a pas trop le choix, on va devoir attendre une petite minute.
Ah, voilà. C'est bon. OK. Next. Voilà. Et il a déjà pris la configuration du cluster qui avait été faite, vu que sur le Ceph était déjà installé sur SRV1. Sinon, la seule chose qu'il vous aurait demandé, c'est la configuration du public network et du moniteur, etc. Donc là, on n'a plus besoin. J'ai plus qu'à prendre l'OSD, create OSD, et je crée le troisième. Voilà. Voilà. Donc, au niveau de Ceph, il me dit 2 monitors, 2 managers, dont un qui est stoppé. Et donc, en fait, vous allez pouvoir gérer par ici et de pouvoir dire, bah, j'ai dit qu'il en fallait au moins être toujours un nombre impair, donc je vais en profiter pour créer un nouveau manager et un nouveau moniteur. Voilà. Clac. Running, running. Et donc là, il se crée. Voilà. Ouais, ici, il me parle que là, il y a un petit souci avec le moniteur sur ma VM. Et on a bien 3 OSD up et fonctionnels. On n'a plus qu'à faire une dernière chose. En l'occurrence, bah, on a les systèmes de stockage, les réplications qui sont faites. On va aller, on n'a plus qu'à faire la création. Ops, CFFS pool, create pool. VMCF, taille de 3. Vous voyez ici, on peut spécifier une partie, le nombre de réplicas qu'on veut, etc. Le nombre de la taille qu'on veut, etc. Je laisse tout par défaut ici et on crée. Ouais, alors, Prosmox, pas voulu. Tac, 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 create. Ah, voilà. Hop, c'est parti. Donc là, voilà, on voit mon stockage qui vient d'arriver. J'ai plus qu'à faire une chose, du coup, aller sur ma machine virtuelle, aller sur son disque dur, disque action, move storage, et aller le déplacer sur mon Ceph. Déliter la source au passage, et il va me créer le clone du disque, et il va me migrer ma machine en live si le tools est installé. Et donc voilà, on a un cluster, la VM est capable de démarrer sur tous. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est à spécifier la haute disponibilité. Parce que là, en fait, les VM ne redémarreront pas, enfin, ne redémarreront pas en cas de perte de cluster. Il faut pour ça aller dans la partie Data Center, haute disponibilité, et créer des ressources. Et créer surtout un groupe. Donc, première chose, en fait, en règle générale, je pense que vous allez créer 2 groupes, en fait 3 groupes. En règle générale, on crée un groupe global et on va aller spécifier, par exemple, ceci. On va aller simplement sélectionner tous les nœuds. Et donc là, ça veut dire que les machines qui sont dans ce groupe de haute dispo vont privilégier pour tourner sur n'importe quel host. Voilà. Seulement, ça peut parfois être un petit peu embêtant. C'était un des cas qu'on avait également sous Xen Server. C'est que quand on faisait, il pouvait arriver quelquefois où on avait, par exemple, nos firewalls master et slave se retrouver sur le même host, ce qui n'était pas pratique en l'occurrence quand justement c'était un host qui avait un problème et quand justement on voulait avoir un master sur un host et le slave sur l'autre. Et donc là, dans ce cas-ci, on peut tout à fait créer et dire, par exemple, master et dire, bah, lui va tourner par exemple sur en privilégié sur cet hôte là et ensuite sur cet hôte là. Voilà. Et on fait pareil avec un slave où je vais sélectionner par exemple hop
Voilà, et je dis 1 pour celui-ci, 2 pour celui-là. Et voilà, on a créé comme ça nos groupes de HA, et on n'a plus qu'à en fait aller spécifier au niveau des ressources, d'aller dire notre serveur de démo se trouve dans le groupe global. Il tentera de la redémarrer par exemple 2 fois ou 3 fois, et tenter de la réallouer s'il y a un problème, par exemple 2 fois ou 3 fois. Après, il va la stopper tant que le cluster n'est pas redevenu dans un état normal. Ça veut dire que là, il considère qu'il a un problème sur le cluster. Et donc, comme ça, en fait, ça permet d'éviter de saturer de tâches d'attente l'ensemble du cluster. Et quand il revient, hop, alors du coup, ça reprend. Hop. Voilà, l'achat est donc configuré, disponible. Et du coup, est-ce qu'il a terminé de migrer son disque? Oui. On va faire le dernier test. Hein. Hop. Proxmox. Où est-ce que tu es? Proxmox 1. Fichier. Fermer. Éteindre. Voilà. Et donc là, évidemment, on va quitter le serveur parce qu'il ne va plus répondre. Voilà. Et donc normalement, d'ici 1 minute, la machine ici va se retrouver migrée. Hop. Voilà. Évidemment, on a tous des outils de management, CPU, RAM, storage, pour voir et gérer l'entièreté du cluster. Ici. Hop. Évidemment, ce changement-là au niveau des IA, pendant que la machine René va faire le système, on peut ajouter dans ISIA justement tout ce qui est OSD, etc. Donc vous pouvez ajouter le cluster, avoir le monitoring ici, cluster Proxmox comme on l'a. Dans ISIA avec le statut. Du coup, pour certains, vous voyez d'où vient notre aspiration pour l'affichage. On s'est aspiré grandement de celui de Proxmox pour afficher tout ça. Et donc également via les API, on sait récupérer toutes les parties, en l'occurrence de Ceph. Ici, Ceph OSD notamment. Une machine virtuelle qui gadouille. Voilà. Clac. Et donc on sait avoir également statut des hyperviseurs, etc. Et pour vous montrer réellement à quoi ça ressemble, voilà les plugins via Proxmox qui va nous permettre de connaître la bande passante, l'utilisation des disques, le statut complet du cluster Ceph, les IOPS et la liste des OSD avec leur position. Donc là, c'est véritablement les données de notre cluster de virtualisation de production. Donc là, on sait avoir évidemment toutes les parties snapshot, HD snapshot, etc. qui tournent. Donc toi, tu ne réponds plus. Voilà, la serveur démo a bien été migrée. Donc là, on retrouve bien ma petite machine sur l'ensemble. Voilà. Hop, évidemment. Voilà, un petit peu pour vraiment la partie démo. Et donc, les avantages et les inconvénients de Proxmox, qui est là. Donc, en vert, c'est les avantages et en rouge, les désavantages par ordre d'importance. Donc, nous, au niveau de Proxmox, clairement, c'est son système full web sans aucune machine dédiée à la gestion du cluster. Parce que parfois, on s'est retrouvé avec une machine qui n'arrivait pas à jouer avec les autres, mais du coup, on pouvait se connecter sur son interface web, voir ce qu'elle se passe, etc. L'intégration du système Ceph, qui du coup, depuis 2020 qu'on a migré ce fameux cluster et qu'on a quitté les systèmes type NFS, on n'a plus de perte de synchro ou de cluster sur celle-là.
APT, clairement, ça fait aussi partie des gros points, c'est sa facilité de mise à jour et les tools des machines Debian présentes dans les paquets officiels. Il faut savoir que la subscription, la prise entre guillemets de ce que j'appellerais la licence au niveau de Proxmox, en fait, vous débloque surtout l'accès au support, mais également à leur serveur dépôt ESIA de mise à jour. Ce qui fait que vous pouvez en fait gérer la mise à jour de vos clusters avec un apt update et apt dist upgrade. Voilà. Et du coup, on a migré, on a mis à jour nos clusters qui étaient en 6.4 vers la 7.4. Ça nous a pris une petite journée et ça a été complètement indolore. On migrait toutes les machines d'un host vers un autre. On mettait à jour cet host. Voilà. Et du coup, il rejoignait le cluster. On avait un qui était en 6.4, un en 7.4, mais ça n'empêchait pas de pouvoir remettre les machines dessus pour mettre à jour l'autre host. Il n'est pas conseillé pendant ces étapes de faire de la configuration trop avancée, mais pendant un temps, en fait, cette journée-là, on a eu des hosts en 7.4 et des hosts en 6.4. Ce qui, du coup, en fait, on n'a pas eu d'arrêt de production. Par contre, si vous faites dans les mises à jour et si vous avez des serveurs, en l'occurrence chez OVH, où vous faites des installations sur les partitions avec du MDADM, donc le Red Software Linux, attention aux mises à jour de Grub, parce que du coup, vous vous retrouvez avec un serveur qui n'a plus le Grub et qui ne sait plus sur quel disque booter. Donc, il faut réinstaller le Grub sur l'ensemble des disques. Également aussi, je dirais qu'un des défauts, c'est la connaissance pour tout ce qui est configuration réseau, OVS Bridge, Linux Bridge, des hyperviseurs. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Je dirais que c'est peut-être moins intuitif que Xen Server qu'on maîtrisait. Ça a une disponibilité très puissante pour les groupes, etc. Mais par contre, du coup, vu que c'est plus puissant, c'est quand même moins intuitif que Xen Server. Ça, on doit le reconnaître. Et alors, c'est peut-être vraiment le point noir, gestion des utilisateurs et de leur rôle d'accès. Donc, c'est pas toujours évident de donner un accès uniquement en lecture ou à certaines machines aux utilisateurs. Il faut vraiment bien lire tous les droits associés. Le cluster qui est très facile à créer, hein, on l'a fait ici en quelques minutes. Et là, j'aurais dû le mettre en rouge au niveau de mon diapo. C'est dommage, mais vu qu'on est en mode full web, on n'a pas de copier-coller quand le Debian de l'autre côté est en console. Voilà. Proxmox pour nous et le futur au niveau des IA, ça va être un passage en version 8.1 qui est la prochaine étape. On va également tester leur anti-spam dans notre projet d'internalisation de nos emails et peut-être éventuellement un troisième cluster sur un nouveau site dans le futur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci aux participants du webinaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres veilles technologiques.